Bonjour à tous, nouveau volet de la série d'interviews vidéo passionnées diffusée sur mysafia.com. Nous sommes à Nantes avec une dirigeante prête à partager les valeurs qui l'animent et un peu de son histoire personnelle. Cette dirigeante, c'est Magali Jost. Bonjour Magali. Bonjour Pierre. Magali, depuis 2011, tu co-diriges avec Sybille Chaperon Nature et Aliments, une entreprise nantaise historique fondée en 1913 par Eugène Jost. L'entreprise produit 5 millions de sachets par an de préparations en poudre certifiées biologiques, des préparations pour dessert, des aides culinaires, des préparations salées sous les marques Nathalie, Plaisance et Nathalie Pro. Nature et Aliments, aujourd'hui, c'est une vingtaine de collaborateurs, un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros. Tu as choisi pour cette interview un lieu particulièrement emblématique, c'est un lieu dédié aux pratiques artistiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est vrai, c'est une résidence d'artistes depuis maintenant 2011. Donc c'est une résidence qui est située dans le centre de Nantes, au 23 rue de la Ville-en-Bois. Et le 23 rue de la Ville-en-Bois, c'est aussi la naissance de Nature et Aliments. Nature et Aliments a depuis son origine un lien avec une dimension artistique. Tu peux peut-être nous l'illustrer avec un objet ? Oui, effectivement. Vous voyez, c'est un tableau qui représente un flanc. Et en fait, il a été fait avec des tampons. Parce qu'à l'époque, on utilisait beaucoup des tampons, soit pour les matières, parce qu'on arrive à retrouver agar-agar par exemple, soit d'autres des caramels, Nature et Progrès, qui était aussi une des premières certifications que l'on a eues. Donc effectivement, il y a un lien entre l'art et Nature Aliments. Par exemple, Mademoiselle Plaisance, qui est la personne qui illustre Nature Aliments, a été créée par un publicitaire nantais qui s'appelle Georges Morin, qui a été un grand publicitaire et qui a apporté une touche artistique dans l'alimentaire. Donc c'est vrai que ce lien à la création est fort. Et alors une de mes belles-sœurs a fait des études d'art et elle est aussi aujourd'hui, elle dirige les ateliers de la Ville-en-Bois. Et c'est un lieu ici que tu as connu ? Oui, moi quand je suis arrivée en 2008, c'était encore l'appareil de production, hein, donc tout se faisait ici, à la fois la partie production, mais aussi la partie expédition. Et quand l'entreprise est partie, la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait de ce lieu ? Effectivement, les promoteurs étaient très intéressés, mais pour en faire autre chose. Et pour autant, nous, on savait quand même que sur la partie artistique, les résidences étaient peu nombreuses à Nantes. Et on trouvait intéressant de se dire, cette friche industrielle, peut-être qu'elle peut servir à d'autres qui n'ont pas facilité à trouver un endroit où travailler. Une belle façon effectivement de perpétuer l'histoire de Nature et Aliments, une entreprise qui fête cette année ses 110 ans. La marque Nathalie fête ses 45 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à travers la succession du dirigeant de Nature et Aliments, il y a toujours eu un attachement aux questions sociales. Oui, c'est vrai que dès le départ, hein, et c'est assez... alors, est-ce que c'est parce que l'emploi était très féminin, peut-être, hein. Vous voyez, les premiers sachets qu'on produisait, c'est des petits sachets comme ça. Et en fait, ils se remplissaient avec une balance Roberval. Donc, chaque sachet contenait 5 grammes de poudre. C'était pesé à la balance et rempli à la main par des ouvrières. Donc, c'était des métiers assez pénibles parce qu'on faisait ça du matin jusqu'au soir. On n'était pas aux 35 heures. Et pour autant, ces femmes avaient aussi un devoir familial, d'élever les enfants, de faire les tâches ménagères. Et il a été inscrit en fait dans un règlement intérieur que les femmes étaient autonomes. Donc elles avaient fini leur objectif de nombre de sachets produits, elles pouvaient rentrer à la maison. Donc c'était quand même assez novateur. Il y a eu aussi l'écriture d'un premier règlement ou d'un conseil, un peu comme ce qu'on appelle le CSE aujourd'hui, qui avait mis en place une bibliothèque dans l'entreprise, des cours sportifs dans l'entreprise pour les ouvrières, avec l'objectif vraiment d'être bien dans son travail. Et donc, au fur et à mesure des générations, on a vu que chacun a eu un angle par rapport aux salariés
différents. Stéphane Josse, qui est la deuxième génération, lui a beaucoup travaillé plutôt avec les jeunes des quartiers qui étaient en difficulté. Et sa sœur s'occupait de l'opérationnel à l'entreprise et lui dédiait son temps au social en favorisant l'inclusion des jeunes qui étaient en difficulté. Et ensuite, mon beau-père, lui, a travaillé plutôt sur l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail. Donc le lien avec le social est assez important dans l'entreprise. Ton beau-père, c'est Bruno Jost. C'est aussi lui qui a insufflé la dimension environnementale dans l'entreprise. Oui, dans les années 70, 60 même, c'était l'avènement de la grande distribution, la forte productivité. Alors, ça démarrait dans les années 50, les années d'après-guerre, mais ça s'est renforcé avec l'avènement des supermarchés. Et là, le contenant, donc le sachet, là, le packaging devenait plus important que le contenu. Il fallait produire à pas cher et ça se traduisait souvent par l'utilisation d'intrants dans la production qui abîmaient les sols et des produits qui étaient plutôt gras, sucrés pour diminuer les coûts. Donc là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on produit et à quel prix pour la planète on le produit. Bruno s'est intéressé à l'époque à un mouvement qui naissait, qui était l'agriculture biologique. Et c'est de là qu'est née la marque Nathalie, qui a été une marque vraiment dédiée à l'agriculture biologique. Et toi, ton attachement, ta sensibilisation à cette préoccupation, elle vient de quelle époque? Alors moi, j'ai fait des études de technique agricole en tant qu'ingénieur et sincèrement, durant mes études, j'ai été plutôt baignée aux produits chimiques, hein, c'est-à-dire qu'on apprenait à guérir les plantes avec des molécules chimiques. Et en fait, c'est plutôt dans les années 2006-2007 où j'ai intégré la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et j'ai travaillé sur le risque chimique pour les agriculteurs et les salariés, c'est-à-dire les maladies chroniques et aiguës, c'est-à-dire les contaminations aux pesticides durant l'utilisation par les agriculteurs. Et donc là, ça m'a fait quand même réfléchir à est-ce qu'on avait réellement besoin de molécules chimiques censées soigner les plantes alors qu'elles pouvaient aussi tuer le sol, donc la vie dans le sol, et aussi tuer à plus moyen long terme, j'allais dire, les utilisateurs. C'est-à-dire que tu es vraiment rentré par l'angle santé et tu as vu les conséquences de ces pratiques-là et de l'utilisation notamment donc, des phytosanitaires. Plus par l'axe santé, mais aussi quand même environnemental, parce qu'on voyait aussi, j'ai commencé à voir les conséquences sur la biodiversité. Ah oui. Donc là, ça m'a aussi posé question par rapport à la vie du sol. Donc c'est ces deux angles qui m'y ont fait m'y intéresser et la rencontre ensuite avec mon beau-père où on a pu échanger sur justement l'alimentation et l'agriculture biologique et j'allais dire que ces valeurs-là m'ont fait dire mais oui c'est l'agriculture, c'est ce modèle-là qu'il faut défendre et qu'il faut surtout être le plus en volume, en hectare, le modèle agricole de demain, quoi, hein. Cette rencontre avec Bruno Jost, alors voilà, par l'entremise de son fils, on l'a bien compris, mais on peut imaginer qu'il y a eu des conversations passionnées autour de ces enjeux. C'était ici, justement Oui, ça s'est fait ici, parce que bon, pour moi, l'image d'une entreprise agroalimentaire, c'était pas ce modèle, une maison de maître, enfin voilà, en plein centre-ville, c'était pas ça pour moi une entreprise agroalimentaire. Et ce que je voyais dans les débats qu'on avait, c'était des débats militants. Quand mon beau-père a décidé de passer l'entreprise en bio, c'est dans les années 70, c'était pas du tout un marché opportuniste, hein. C'était vraiment des marchés de conviction. C'est je produis pour quelle agriculture, je produis pour quel impact. Et moi, je trouvais ces échanges importants. Et moi, je pense que je suis quand même une militante dans l'âme. Et ce fait de s'investir dans les syndicats, de s'investir dans les associations professionnelles pour la défense du modèle agricole bio me paraissait hyper important et qu'une si petite entreprise en soit autant convaincue, je trouvais ça fabuleux, quoi. Alors, on va revenir sur cet engagement, mais reprenons le fil de l'histoire. Ces conversations, justement, nous mènent autour des années 2010. Et là, il y a un grand virage dans l'entreprise. Avec Sybille Chaperon, vous reprenez les rênes de Nature et Aliments. Oui, et c'est vrai que alors, mon beau-père, il a 5 enfants.
L'entreprise étant familiale, vous imaginez qu'un de ces 5 reprendrait la tête de l'entreprise parce qu'il souhaitait partir à la retraite. Mais aucun des 5 n'a été orienté soit vers des études commerciales, soit vers des études agroalimentaires. Donc aucun des 5 s'y voyait. Moi, chef d'entreprise, je ne m'y voyais pas forcément. Par contre, je trouvais que les valeurs de l'entreprise étaient importantes et que c'était dommage qu'elles ne perdurent pas. Et mon beau-père avait eu l'intelligence aussi de recruter Sybille Chaperon, qui est aujourd'hui mon associée, parce qu'elle avait cette bonne connaissance agroalimentaire et cette capacité à diriger un site de production. Donc moi, je me suis dit, bah allez, il faut que ça reste dans le giron familial, mais par contre, je n'ai pas les compétences. Pourquoi pas associer Sybille? On est 2 femmes du même âge, on a fait les mêmes études en école ingénieur, sauf qu'elle est plus aval et moi plus amont, donc c'est peut-être plutôt une belle complémentarité. Et donc on s'est dit, ok, il faut y aller, même si on ne se connaît pas, on va apprendre à travailler ensemble parce qu'on veut la même chose, le développement de l'entreprise et surtout le développement dans des sens de défense de l'environnement, de la santé et le bien-être aussi des équipes. Et avec alors un recentrage vers les activités historiques et puis aussi un nouvel outil de production. Oui, naturellement, on a essayé de tout. Alors l'histoire, c'est les petits sachets en poudre, mais on a essayé des plats cuisinés, on a essayé des mousses de légumes. Il y a eu beaucoup de produits différents. Mais là, on s'est dit, il faut se concentrer sur ce qu'on connaît, ce que l'on fait depuis longtemps, et c'est les produits en poudre. Donc on s'est dit, c'est cet axe-là qu'on choisit. Donc l'outil que l'on va construire va correspondre, en tout cas sur la partie process, à la transformation de la poudre, le mélange et le conditionnement. Et après, son volet social, c'est qu'on voulait, ou son volet sociétal, un outil qui soit construit dans des règles de respect de l'environnement, mais aussi pas loin d'un ESAT pour pouvoir travailler avec les travailleurs handicapés dans l'entreprise et pas loin des lieux d'habitation des salariés de l'époque, donc plutôt Sud-Loire. Alors ton engagement, il est très concret, on le voit, très opérationnel à travers l'entreprise, mais aussi au-delà de l'entreprise. Justement, quels sont pour toi les grands combats du moment que tu mènes? Oui, alors, et ça, c'est quelque chose que je partage avec mon beau-père, hein, c'est d'être présent aussi dans les instances où se décide, ou en tout cas, soit où se décide, soit où on porte des visions. Donc mon beau-père a été à l'origine au niveau régional de la création de l'Interbio, qui est le rassemblement des maillons de la filière bio, a été aussi acteur au niveau d'un syndicat national qui s'appelle le Synabio. Et moi aujourd'hui, j'ai pris la vice-présidence de ce syndicat parce qu'on y construit une vision qui va au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique, puisqu'on va essayer d'y faire entrer des engagements sociaux, mais environnementaux encore plus larges. Je pense aux achats responsables, aux certifications de responsabilité sociétale des entreprises, qu'on appelle la RSE, et qui vont au-delà du simple cahier des charges, qui est un cahier des charges de production. Hein. Donc c'est quelle valeur on veut donner à la façon de travailler et aux produits par leurs engagements. Et justement, on sait que les marchés de la bio vivent une période très compliquée. Comment tu vois l'avenir ? Alors moi, je suis peut-être plutôt optimiste, c'est-à-dire que c'est un modèle qui existe depuis 40 ans, l'agriculture biologique. Il y a des gens fidèles, j'allais dire, qui ont fait le choix de ne consommer qu'en agriculture biologique. Donc ces clients-là, c'est des clients qui sont toujours là. Et d'autres qu'on a essayé de faire changer, donc c'est pour ça que le bio s'est fortement développé, mais il a été, j'allais dire, un peu bousculé par une crise du Covid, des matières avec des prix inflationnistes et puis des questionnements qui se posent par rapport à d'autres types de labels. Mais pour autant, le bio est toujours là depuis 40 ans. Et donc moi, je suis confiante sur le fait que de toute façon, c'est le modèle de production qui est le meilleur et le plus respectueux, donc qui a forcément des angles morts comme tout modèle, mais qui va perdurer parce qu'il est aligné avec les besoins que l'on a en termes de défis climatiques. Donc je suis optimiste, c'est une crise qui n'est pas facile à passer, mais qui passera et on va continuer à se développer, mais peut-être de façon plus modérée, plus sobre,
C'est un mot du moment, oui. mais de telle façon à ce que petit à petit, on convainc de plus en plus de monde pour que ce modèle-là soit le modèle classique à la place de l'agriculture conventionnelle. Magali, tu es d'autant plus optimiste que nous sommes dans un lieu qui est chargé d'histoire au fond. Oui, c'est vrai que c'est une certaine pérennité que l'on a et en 2021, on a voulu marquer ce mot et l'important, hein, pérennité, parce que ça veut dire de l'alignement de 1913 à aujourd'hui et nous sommes passés sous statut de société à mission. Ça nous donne un cap, mais un cap aussi qui garantit aux actionnaires, donc à la famille, que l'entreprise elle a un autre but que du but lucratif, mais un but de participer au bien commun. Et donc on a notre mission à accomplir qui est donc de cultiver la créativité et la curiosité pour toujours défendre une consommation biologique porteuse d'engagement humaniste et écologique, source d'épanouissement. Merci Magali, ça sera le mot de la fin. Merci pour cette conversation réellement inspirante et pour avoir partagé tes valeurs avec autant de transparence. Quant à moi, il me reste à vous donner rendez-vous pour une prochaine interview sur mysafia.com. À bientôt.